Ce 8 mars, les femmes sont à l'honneur. C'est la journée internationale des droits des femmes. RTI2 est allé à la rencontre d'une conductrice de véhicules hors du commun. Nous la découvrirons dans une poignée de minutes. Et puis le 8 mars 2014, un Boeing 777 de la Malaysia Airlines disparaît après 40 minutes de vol avec 239 personnes à son bord. Commence alors la plus vaste opération de recherche jamais organisée pour retrouver un avion. C'est l'éphéméride de ce soir. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Une femme, conductrice de minicar et machiniste dans 2 entreprises, une femme qui a du courage à revendre. Elle s'affirme dans ce domaine d'activité dévolu aux hommes par le passé. Elle est aussi mère de 3 enfants. Nous, Sangaré et Dangui Dangui, ont posé leur caméra sur cette femme aujourd'hui, journée des droits des femmes. Kadi, cette jeune dame à la trentaine révolue, fiancée et mère de 3 enfants dont 2 garçons et une fille, évolue dans le secteur du transport depuis 2011. C'est en classe de terminale que la jeune dame arrête les études pour se lancer dans la vie active. J'avais des petits jobs de vacances que j'exerçais pour avoir un peu et voilà comment j'ai pu m'organiser pour avoir un permis. Après l'obtention du permis de conduire, c'est ici à la gare de Bassam, dans la commune de Trècheville, que Kadi fait ses premières armes dans la conduite. J'ai vu le véhicule, le DINA, c'était mentionné dessus, un véhicule, un chauffeur. Je dis, mais attends, pourquoi ne pas prendre un renseignement? J'ai pris renseignement, on m'a dit que c'est un véhicule de transport commun. Il faut faire la recette, il faut faire le carburant, il faut faire le plein. Et quand je suis arrivé devant le président de la MUGCP, il n'a pas hésité à me donner un cas. C'était pas facile parce que ça se moquait, une femme qui veut exercer un métier d'homme, et puis elle est salissante, elle est sale, tout, elle s'est salie, pour combien? Non, mais il n'y a plus mieux à faire que ça. Il ne faut pas se salir, tu es une femme, va préparer. Effectivement, ce n'était pas facile. Avec tout ce que nous subissons dans nos milieux, et la tracasserie des différents encaissements des différentes routes, donc vraiment, elle a dit que, président, aidez-moi, je pourrai aller dessus. Elle a donné une voiture et qu'elle a commencé à faire Abidjan-Bassam. Pendant 1 à 2 mois, on a vu que vraiment c'était déjà bon. On a lancé encore sur Abidjan-Boisseau. C'est une jeune fille, elle est courageuse. Après quelques années de conduite, elle intègre l'agence emploi jeune en tant que machiniste après un test de recrutement où elle surpasse les hommes. On était 4 femmes, je crois, 4 femmes. Il y avait plusieurs hommes, mais malheureusement, les 3 jeunes filles sont parties. Je suis la seule qui est restée. Et ma conduite a convaincu la DMG, raison pour laquelle elle a voulu que je reste. Mon quotidien, c'est de déposer les gens, aller chercher, déposer les dossiers, etc. dans des différentes agences. Si le métier de conductrice était traditionnellement dévolu aux hommes, aujourd'hui, Kadi brise ce mythe. Elle a aimé son travail, et que nous faisons que l'encourager et que montrer aussi à toutes les filles que le milieu du transport professionnel, ça appartient à tout le monde. C'est d'être discipliné et accepter ce que tu veux et puis essayer de voir comment il faut t'organiser. Je pense que dans cette logique-là, on dit vraiment la jeune dame, elle est en train de faire les grands chemins. La jeune dame est également machiniste à la mairie du Plateau, où elle transporte le personnel de la mairie. On avait un homme au départ, mais quand ils nous ont fait venir, la dame, c'était soft. C'est une dame qui est battante, elle est courageuse et puis elle est vraiment intéressée par son travail, elle conduit très bien et on n'a rien à redire. Bon, depuis qu'elle a essayé de nous ramasser, on n'a aucun problème avec elle parce qu'elle est ponctuelle, c'est en conduite, elle est formidable. Elle a apprécié, à l'heure, elle a assudu. Aujourd'hui, son quotidien, elle le passe entre la gare de Bassam, la mairie du Plateau et l'agence emploi jeune. Quand je me lève matin, je demande mon car, je vais au corridor de Gonzague et je transporte les agents de la mairie du Plateau. Et par Belleville, Trècheville, et j'arrive à la mairie à 7h30 maxi. À partir de 7h30 jusqu'à 7h40, je vais à AEG, emploi jeune. Et je commence le service là-bas à 7h40 et je finis à 16h30 maximum. Malgré son emploi du temps chargé, elle arrive à allier boulot et vie conjugale. Je conduis, je rentre à partir de 19h, je rentre à la maison. Avant de sortir, si c'est un samedi ou dimanche, je fais sorte de 2 jours. Avant de partir, 2 jours. On n'est pas nombreux. En 2016, sa bravoure et son sens élevé de la responsabilité dans la conduite est reconnu par l'État ivoirien. Elle obtient le 2e prix d'excellence de la meilleure conductrice de minicar, comme pour dire vouloir ses pouvoirs.
Bravo Kadi. Journée internationale des droits des femmes, la faible représentativité des femmes dans les sphères décisionnelles et politiques en Côte d'Ivoire, très souvent décriée, une journée qui permet de marquer une pause et évaluer les atouts liés à l'égalité du genre sans occulter les enjeux. En quelques mots, la situation des femmes en Côte d'Ivoire. Elles sont généralement reléguées au second rang dans la société africaine et cela se ressent beaucoup plus dans les instances de prise de décision. En Côte d'Ivoire, la situation des femmes dans les instances dirigeantes n'est pas reluisante. Sur 180 maires, 19,8% sont des femmes. À l'Assemblée nationale, 11,5% de femmes sur 255 députés. À la tête des conseils régionaux, une seule femme. Et sur les 36 membres du gouvernement, on dénombre 6 femmes. À la problématique des chiffres s'ajoutent d'autres difficultés qui entravent leur épanouissement dans la société. L'harcèlement, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Et ça, on remarque ce phénomène plus dans les universités, aussi dans les grandes structures. C'est gênant. Ça fait que la femme, elle se dit, au lieu d'aller vers quelqu'un qui me propose quelque chose, je préfère soit rester chez moi ou bien ne rien faire du tout. Parce que c'est déjà un frein, ça bloque les choses et elle ne peut pas avancer tant qu'il y a ce problème. Pendant trop longtemps, on a mis dans la tête des femmes quelles sont les personnes dont on s'occupe et donc on va arriver pour vous aider avec de petits dons, avec des petits kits qui ne les arrangent pas vraiment. La première chose, c'est de les organiser, de les former et de les emmener elles-mêmes à comprendre que leur développement dépend d'elles-mêmes. Avec la nouvelle constitution, le gouvernement affiche sa volonté d'inscrire parmi ses priorités la promotion de la femme. Nous avons pu obtenir au niveau de la Côte d'Ivoire la nouvelle modification du Code de la famille concernant le mariage. Nous avons également obtenu au niveau de la Constitution qu'on puisse arriver à la parité au niveau des emplois. Mais il nous reste maintenant à travailler sur la parité pour les assemblées élues. Malgré ces initiatives du gouvernement, des préoccupations demeurent. Nous ne négligeons pas les petits pas, mais nous disons, même s'il y a des petits pas, il est bon que nous poursuivions pour ne pas nous contenter de ce qui est acquis jusque-là, mais que nous puissions poursuivre et que les femmes puissent entrer et posséder de façon globale tous les droits qui leur sont dus. Mon plus grand rêve d'ici mars 2019, c'est que nous soyons en train de célébrer ce qui a été acquis en 2018, notamment la loi sur la parité, qui n'est pas encore une réalité en Côte d'Ivoire. La journée internationale des droits de la femme célébrée ce 8 mars est donc le lieu pour les femmes de déterminer les avancées et les défis en matière d'égalité du genre en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, la journée des droits des femmes a pour thème inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille en milieu rural. Elle est placée sous le parrainage de la première dame Dominique Ouattara. La cérémonie officielle s'est déroulée à la Riviera Gold dans la commune de Cocody. Aujourd'hui, les femmes ne se contentent plus dans un domaine d'activité. Elles osent, sortent de leur zone de confort et affrontent les vicissitudes de la vie pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Loin de chez nous, en France, longtemps reléguées au second plan derrière leurs maris, les agricultrices sont de plus en plus nombreuses à la tête de leur propre exploitation. Des agricultrices en France qui travaillent pour faire vivre aussi leur famille. Et puis au Mexique, pays miné par la violence machiste, des combats atypiques sont apparus il y a quelques années. Dans ces combats, tous les coups sont permis et hommes et femmes se battent sur le même ring. Le vol MH370, un Boeing 777 devant relier Kuala Lumpur à Pékin le samedi 8 mars 2014. L'avion a disparu dans l'océan Indien avec à son bord 239 personnes. Plusieurs débris de l'engin ont depuis été retrouvés à La Réunion en juillet 2015, puis au Mozambique en mars suivant. Mais l'épave reste introuvable. Sa disparition est l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation civile. 170 Malaysia Airlines qui transportait 239 personnes, dont une majorité de ressortissants chinois, est porté disparu le 8 mars 2014. L'appareil s'est accidentellement abîmé dans le sud de l'océan Indien, selon les autorités malaisiennes. Il a été détecté pour la dernière fois par des satellites. Les enquêteurs ne privilégient à ce jour
aucune hypothèse pour expliquer un tel écart du plan de vol initial. Le seul autre cas d'un avion disparu avec plus de 100 personnes à bord est celui d'un appareil de la compagnie Flying Tiger Line disparu entre l'île Guam et les Philippines en 1962. Le Boeing 777 de la Malaysia Airlines décolle de l'aéroport international Kuala Lumpur à destination de Pékin. 38 minutes après son décollage, l'avion quitte l'espace aérien malaisien. Le copilote croyait-on d'abord envoie la dernière communication radio. Good night, Malaysia 370. Bonne nuit, Malaysia 370, à 1h19, le 8 mars. Fin juin 2014, le transpondeur est coupé peu après et l'appareil disparaît des écrans radars vietnamiens. Plusieurs tentatives de contact restent vaines. Selon un amiral de la marine populaire vietnamienne, cette dernière a perdu le contact radar avec l'appareil à 300 km au sud des îles Toshu, dans le golfe de Thaïlande. En l'absence de signal de détresse ou d'autres indications signalant un problème, la thèse de la désintégration brutale de l'appareil est privilégiée par les enquêteurs, les autorités évoquant une piste terroriste. Cette piste est renforcée le lendemain de la disparition par la découverte de l'utilisation de passeports volés, entraînant l'ouverture d'une enquête pour terrorisme. Identifiés quelques jours plus tard par Interpol et les polices thaïlandaises et malaisiennes, les passagers voyageant avec ces passeports ne seraient liés à aucun groupe terroriste. Dès le 9 mars, l'analyse de données radar malaisiennes indique aux enquêteurs que l'avion pourrait avoir viré vers l'ouest, semblant amorcer un demi-tour. Les recherches sont étendues vers la mer d'Andaman, dans l'océan Indien, près de la frontière thaïlandaise. La zone couverte est passée de 50 à 100 000 marins autour de la dernière position connue de l'avion. Une large coopération internationale est mise en place pour retrouver l'appareil et ses passagers. En date du 10 mars, une dizaine de pays ont affecté 37 avions et 43 navires aux recherches, y compris la Chine qui envoie ses navires de guerre à la recherche des débris du vol et la flotte navale américaine qui détache des unités vers cette zone périphérique au rayon de recherche qui comprend de nombreuses petites îles inhabitées. En 2016, les informations publiques fournies par le rapport d'enquête officiel confirment la désactivation des systèmes de communication et un changement de cap. Elle confirme également que l'avion a volé vers le sud pendant plusieurs heures avant de s'y abîmer. Cependant, elle ne confirme aucune action volontaire de l'équipage dans ce comportement qui a pu résulter d'une panne généralisée et qui est l'hypothèse privilégiée des enquêteurs. Par ailleurs, les soupçons sur le pilote et l'équipage ont été écartés après enquête. Les recherches ont été officiellement suspendues le 17 janvier 2017. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.